Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire proposé par Cap Industrie et ses partenaires. Aujourd'hui, nous allons parler de transmission d'entreprise, comment se préparer dès aujourd'hui pour valoriser au mieux son entreprise demain, avec le concours des équipes d'IRD Gestion et de la CCI Littoral, du réseau CCI Hauts-de-France. Merci à eux. J'ai également le plaisir d'accueillir notre nouvelle collègue Elodie Bale, qui vient de rejoindre l'équipe. Donc, autour de cette table, de cet écran, l'équipe d'IRD Conseil, Alain Gisselbrecht, consultant transmission, Mathieu Debosc et responsable juridique fusion-acquisition au sein d'IRD Conseil, et Jean Thébault, conseiller transmission à la CCI Littoral Normand Hauts-de-France, pour nous présenter l'offre d'accompagnement. Avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques petites règles pour le confort de tout le monde. Comme vous le verrez, il y a un onglet de chat tout en bas à droite de l'écran. Vous pourrez poser vos questions, interagir avec les présentateurs. N'hésitez pas à interagir avec eux. On est là vraiment pour vous, pour répondre à vos questions, à vos interrogations. Bien sûr, la bienveillance, l'écoute sont les maîtres mots de ce webinaire. Et enfin, le support sera téléchargeable, ainsi que le replay qui sera accessible dès que la session sera clôturée aux alentours de 18 h. Bon webinaire à tous, bonne session, et je laisse maintenant la parole à Alain de l'IRD. Bonjour à tous d'abord. Je pense que Cap Industrie a eu une très bonne idée, en tout cas, de nous solliciter sur la préparation et la valorisation avant la session d'entreprise, puisque c'est vraiment le sujet du jour. On va s'intéresser à comment préparer justement les opérations de transmission, de cession d'entreprise. Donc ça va être vraiment le sujet que vous nous avez demandé, en tout cas sur lequel vous nous avez demandé de vous apporter un éclairage. Alors on va essayer de le faire avec le qui on est et d'une certaine façon aussi nos retours d'expérience qu'on peut avoir. Alors le groupe IRD, qu'est-ce qu'on fait? C'est peut-être par là qu'il faut commencer. On a 4 grandes activités, je dirais. Dont l'activité historique d'ailleurs, puisque l'acquisition transmission d'entreprise, c'est la première activité du groupe IRD créé, puisqu'en 85, elle date de 85. Et donc depuis 85, on a fait à peu près 360 opérations sur ce métier. Depuis 2 ans, on a fait par exemple 16 opérations qui représentent à peu près 500 emplois sur les Hauts-de-France et un volume de chiffre d'affaires de 116 millions d'euros. Et dans ce métier-là également, sur les opérations de financement, on a fait 13 opérations de financement les 2 dernières années pour 34 millions de fonds à peu près. L'IRD au sens large, donc avec les 2 autres métiers qui sont le capital investissement et l'immobilier, ça représente à peu près 23 millions d'euros injectés dans l'économie régionale. Et c'est, je dirais, des entrepreneurs qui ont créé à la base le groupe IRD, donc avec une orientation très marquée sur le concret, le proche et le réaliste, je dirais, qui sont la marque de fabrique des entrepreneurs, pour le coup. Et donc c'est vraiment à ce titre-là qu'on intervient aujourd'hui et qu'on a un certain nombre de retours d'expérience à partager avec vous. Alors, on a essayé de structurer un peu les choses sur la préparation. Je pense que ce qu'on a envie de partager avec vous, c'est sur comment, dans vos domaines d'activité, on peut se préparer dès maintenant, en fait, parce que obtenir la bonne valeur demain, évidemment, passe par un certain nombre d'étapes et par un certain nombre de choses à anticiper. Et donc, c'est là-dessus qu'on a plutôt axé notre intervention. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de faire un zoom pour essayer de partager avec vous quel est le vrai timing d'une opération réussie. Et donc, effectivement, dans l'industrie, notamment, parce que je ne l'ai pas précisé, mais le groupe IRD évidemment intervient sur l'ensemble des secteurs économiques, pas seulement sur l'industrie. Je crois que le seul secteur sur lequel on ne fait pas de transmission, c'est le café, hôtel, restaurant, mais sinon, globalement, on intervient à peu près sur l'ensemble des secteurs. Mais c'est vrai qu'on a un prisme industrie fort, on représente le tissu économique. Et donc, dans ce thème, on verra qu'il y a une grande diversité de métiers, à la fois en fabrication et en service. Et donc, on essaiera de voir c'est quoi leur point commun quand on aborde la transmission. Et donc, du coup, on partagera avec vous la bonne approche pour valoriser. Et puis,
comment, d'une certaine façon, les évaluateurs d'entreprise raisonnent, hein, avec l'idée que vous puissiez bien comprendre ce qui impacte notamment le multiple, hein, qui est vraiment la méthode qui est le plus souvent retenue dans les valorisations d'entreprise. Après, on partagera ensemble sur quel point le dirigeant et ses équipes, alors surtout le dirigeant, je dirais, hein, puisqu'il est concerné, hein, parce qu'il y a aussi une notion évidemment de confidentialité des opérations, mais par contre, on va parler de diagnostic d'entreprise, et là, bien évidemment, on verra sur quel domaine il faut que l'entreprise se prépare et qu'est-ce qu'elle doit analyser de manière précise. Parce que c'est vrai que l'entrepreneur connaît son entreprise, mais il la connaît jusqu'où et comment ça impacte d'une certaine façon le processus de transmission. C'est vraiment là-dessus qu'on va essayer de focuser notre échange. Et puis ensuite, on verra au moment de lancer les opérations de recherche de repreneurs et de transmission, comment on pilote les différentes étapes avec les parties prenantes et qu'est-ce qu'il est très important de faire et en quoi d'ailleurs un tiers peut être utile dans ces étapes. Et enfin, on partagera avec vous les quelques facteurs clés qui nous apparaissent les plus importants. Voilà pour le programme. Parfait. Alors juste pour, je vous ai mis là un peu la grande diversité des métiers, hein, qu'on est amené à aborder et à valoriser. Donc là, pour prendre quelques exemples, là, en l'occurrence, on a traité un dossier, par exemple, dans les machines à commande numérique, hein. Donc là, c'est des clients industriels assez diversifiés, du levage, de la robinetterie, des vannes, du ferroviaire. On est sur des machines de contrôle tridimensionnelles, on est sur des fonctionnements avec 3 équipes, on est sur effectivement des activités de petites et de moyennes séries. Donc, dans la diversité des choses qu'on a pu traiter, on est par exemple, on a accompagné un constructeur de matériel agricole. Donc là, on est plutôt sur des activités d'équipementier, de fabrication d'équipements, du type remorque maraîchère, du type, je ne sais pas si vous connaissez les enjambeuses, mais voilà, du type des tapis hydrauliques aussi, hein, ouais. avec là, ce qui était intéressant, donc là, c'est qu'on est à destination des agriculteurs, des industriels de l'agroalimentaire, et là, typiquement, c'était une activité où il y avait une dimension internationale et une dimension d'implantation internationale qui était également à prendre en compte, sachant que le plus, hein, dans le business model là aussi, c'est que les modèles étaient également déposés et brevetés, hein, donc on en reparlera parce que ça peut évidemment impacter la valorisation. Exactement. Et puis là, typiquement, on a fait aussi des activités plutôt de service, hein, notamment dans la filtration d'air avec des rejets de poussière. Donc, il y avait des choses très, très particulières sur des automates dédiés dans le dépoussiérage et on était aussi sur des fonctions d'appareils de contrôle. Donc, voilà pour donner un peu une vision de la grande diversité, hein, du tissu industriel. Et du coup, là, par exemple, on a fait un leader français des installations de soudure robotisées. Donc là, on était sur des activités plutôt de robots collaboratifs avec des îlots robotisés, avec des notions de réalité virtuelle. Et ce qui était intéressant là, c'est qu'on avait cette activité, en tout cas, on avait aidé un client à la racheter, hein, puisqu'on fait aussi des notions d'activité à un groupe espagnol qu'il a ensuite développé et qu'il a ensuite cédé à un autre groupe, toujours. Donc, on a aussi des partenariats un peu longue durée sur ce sujet. Et ce qui est intéressant, c'est que là, on était sur des lignes de production sur mesure et que, je dirais, ce qui était intéressant dans l'opération, c'est que l'adéquation là, de valorisation s'est faite sur donner la possibilité à l'entreprise de faire le pas suivant, et notamment le développement international, là, en l'occurrence, qui n'était pas fait dans cette entité. Donc là, on en reparlera, mais la complémentarité ou le plus stratégique, évidemment, peut jouer sur la valorisation. Et enfin, on fait aussi des choses plus en amont, comme la chaudronnerie. J'étais il n'y a pas très longtemps dans une tôlerie. Donc, et là, en l'occurrence, on est sur des choses de calcul de structures complexes, intégrant des paramètres parasismiques. Enfin, on était sur des choses très de 0 à 1500 bars. Enfin, et avec des notions d'entretien, d'usine, de travaux neufs, de services, et puis des notions de réalisation et de fabrication. Donc, des activités, je dirais, un peu hybrides, hein, dans lesquelles, finalement, je ne sais pas si ça vous parle, les gaines de cyclones, mais bon, voilà. Et donc, avec une clientèle assez diversifiée sur l'agroalimentaire, l'industrie chimique et aussi du pétrolier,
l'acier et l'inox, hein, donc avec des impacts importants autour de ça. Et donc, sur l'ensemble de cette activité, on voit bien qu'il y a une grande diversité d'activités, une grande diversité de fonctionnement aussi hein, des entités concernées, et un positionnement, je dirais, marché entre la France et l'international aussi, et les différents clients assez différentes, hein, je dirais, fondamentalement. Alors, vous allez me dire, du coup, qu'est-ce qui, je dirais, est important et qu'est-ce qui est les points communs quand on doit céder une activité par rapport à cette grande diversité d'activités et comment surtout les évaluateurs prennent en compte finalement cette grande diversité de fonctionnement. Hein. Donc, mais ça illustre en tout cas la grande diversité. Il n'y a pas d'entreprise, entre guillemets, ou d'activité qui serait invendable en soi, je dirais. Hein. Après, il y a un certain nombre dans la préparation à tenir compte d'activités. Alors évidemment, à un moment donné, le pétrole a moins bien marché, l'automobile a moins bien marché, mais je dirais il y a aussi le potentiel hein, des métiers concernés qu'il faut prendre en compte. Et donc une préparation amont qu'il faut bien intégrer, c'est ce qu'on va essayer de vous expliquer là, avec Alain. Voilà, donc on essaie de vous synthétiser un peu les grandes étapes qui sont vraiment communes à l'ensemble des dossiers, je dirais, qu'on traite, hein, pour le coup. Donc typiquement, alors quand on met 12 à 18 mois, souvent, les gens vous disent 3 ans, c'est bien. C'est très long. Mais je dirais qu'on constate en pratique, hein, je dirais que en tout cas 12 et 18 mois, c'est le minimum qu'il faut prendre en compte avant de se lancer dans la démarche du montage d'une opération pour se poser un certain nombre de questions. Alors dans la préparation, c'est quoi les questions évidemment? Typiquement, il y a forcément un diagnostic 360 degrés à faire, et là on va faire un zoom ensuite sur ce que ça veut dire un diagnostic 360 degrés, mais il y a aussi un certain nombre de choses sur la structuration de l'entreprise elle-même. Par exemple, est-ce que la réorganisation juridique est importante à faire avant la cession, ou est-ce qu'elle peut être vendue en l'état? Je dirais, il n'y a pas forcément de règle unique, hein, c'est toujours des cas spécifiques, mais en tout cas, c'est des questions qu'il est important de se poser. Typiquement, des questions sur les changements de locaux qui sont en cours, sur comment l'immobilier d'exploitation, l'immobilier industriel ou l'immobilier, est-ce que l'entreprise a des réserves peut-être foncières pour faire un certain nombre de choses? Est-ce qu'elle peut monter en charge pour parler à un repreneur potentiel? Et puis ensuite, il y a aussi le projet personnel et professionnel du cédant, c'est-à-dire qu'est-ce que le cédant, d'une certaine façon, une fois qu'il a cédé, qu'est-ce que je fais maintenant? Je pense que c'est une question qui doit se poser forcément. Et qu'est-ce que je suis prêt à transmettre? Parce qu'il y a un certain nombre de dirigeants qui doivent aussi réfléchir à quel périmètre je cède. Ça me paraît important. Et comme le disait Alain, il y a un sujet de réflexion sur l'actionnariat, hein, évidemment, à amont. Est-ce que tout le monde est prêt à envisager une cession? Est-ce que tout le monde est bien sur le même état d'esprit, sur les mêmes perspectives? Et ça, c'est des points qui sont importants parce qu'il y a une dimension évidemment technique, juridique, mais aussi psychologique, hein, bien évidemment, qu'il faut intégrer dans un processus de cession et la réparation de ce processus. Et dans les cas que j'ai cités juste avant, il y a des dossiers sur lesquels on avait, par exemple, chaque actionnaire ayant 25% de l'entreprise. Donc, effectivement, là, il y a des choses, effectivement, à travailler en amont avant. Et puis, évidemment, quelle estimation aussi de la valorisation, c'est-à-dire qu'il y a des notions de... parce que, évidemment, un entrepreneur a un certain niveau de vie dans certains cas, ou en tout cas, un certain nombre de rentrées de revenus. Et donc, c'est important de savoir comment aussi il va évoluer, sachant que vous avez une partie des gens qui cèdent qui sont plutôt dans une logique de départ à la retraite, hein, je dirais. Donc, c'est à peu près, grosso modo, on doit être à peu près sur 40% des dirigeants, quelque chose comme ça. Et puis après, vous avez aussi un certain nombre de dirigeants, soit parce qu'ils sont multi-entrepreneurs, ça existe également, ou qui ont d'autres projets à développer hein, par rapport à ça. Et donc, mais en tout cas, ce qui est important dans cette préparation, c'est de faire en sorte que l'entreprise soit vendable ou achetable, ça c'est important. Et surtout, ce qui est important, c'est de bien comprendre que la préparation, c'est pas une plaquette marketing. C'est-à-dire, l'idée, c'est d'objectiver tous les points d'appui et tous les points aussi délicats qu'il va falloir traiter dans la suite des opérations. Donc, l'idée, c'est vraiment d'être le plus objectif possible, de prendre un pas de côté, de prendre un peu de recul et d'essayer de voir où est l'affectif dans l'entreprise, je dirais, et où est la part, je dirais, objective ou de difficulté. Et donc, l'idée, c'est de les identifier avant. Ce qui ne veut pas dire ensuite que, évidemment, le repreneur potentiel aura accès à l'ensemble de ces informations. Mais par contre,
quand on va rentrer dans la phase d'après, hein, qui est le montage d'opération, je dirais les choses seront claires pour savoir jusqu'où on dit, comment on fonctionne, qu'est-ce qu'on met sur la table ou pas, et comment je mesure l'adéquation avec le repreneur. Et donc ça, c'est le deuxième étape, évidemment, qui est le lancement et le montage de l'opération, où là, bien évidemment, on fait ce qu'on appelle un mémorandum d'entreprise. Hein, donc, alors, quand on veut faire chic, on dit mémo, mais dans l'idée, c'est simplement une présentation d'entreprise objective, à la fois sur le plan métier, sur le plan économique, sur le plan de l'organisation, sur le plan du personnel, sur le plan de son positionnement stratégique et du potentiel du marché, et évidemment sur le plan des états financiers, évidemment. Alors voilà, et donc c'est ça qui va permettre évidemment d'aller sourcer des repreneurs potentiels, sachant que là aussi il faut un point de vigilance qui est le repreneur naturel, c'est-à-dire le proche du dirigeant qui va lui dire ton prix sera le mien et je vends l'entreprise, je te l'achète quand tu veux. C'est pas forcément celui-là qui sera le repreneur final, peut-être, mais peut-être pas. En tout cas, il faut aller chercher au-delà, je dirais, des cercles habituels de l'entreprise pour les repreneurs. Et donc, nous, on intervient sur les Hauts-de-France, mais comme on va chercher des repreneurs au national, voire à l'international, bien évidemment, on a une vision aussi globale des secteurs économiques. Et donc, c'est important dans ce lancement de montage d'opération de se poser la question de savoir jusqu'où je suis prêt à aller et jusqu'où je ne suis pas prêt à aller par rapport à ça. Et alors, évidemment, vous avez une dimension importante. Là, quand on est au démarchage et au sourcing, c'est qu'effectivement, il faut vraiment on communique ce mémo des repreneurs potentiels, bien s'assurer du respect de la confidentialité des informations qui sont transmises, parce qu'effectivement, d'abord, on ne réussit pas forcément du premier coup, on n'identifie pas forcément du premier coup le repreneur idoine. Très souvent, on fait un appel un peu large au marché, et bien évidemment, vous pouvez faire cet appel au marché, en tout cas aller voir des prospects potentiels quand leur faisant régulariser à chacun, soit appel à NDA, c'est-à-dire un engagement de confidentialité au terme duquel vous vous assurez que ce qui est transmis, évidemment, reste confidentiel, et notamment que votre prospect, si jamais il renonce à aller plus loin dans la démarche d'acquisition, par exemple, évidemment, vous restituerez les documents qui ont été transmis. Et même parfois, on procède en deux temps. On fait d'abord un mémo un petit peu général, mais sans rentrer dans le détail précis des informations. C'est une fois qu'on a plus investigué, qu'on a un accord de puis une marque d'intérêt, qu'on transmet des informations un peu plus confidentielles. Mais évidemment, très important de se sécuriser avec ces accords de confidentialité. Et donc, du coup, d'une certaine façon, cette préparation, ce montage d'opération, ça permet d'une certaine façon d'aiguiser l'instant. Parce que souvent, l'entrepreneur, il a plutôt une vision un peu instinctive des choses. Est-ce que ça lui parle ou est-ce que ça ne lui parle pas? Mais là, il va pouvoir, je dirais, nourrir cet instinct d'éléments objectifs pour voir quel type d'adéquation il peut faire avec le repreneur potentiel entre le projet et le profil. Et là, c'est là où il faut une certaine ouverture. Alors, parfois, on est dans des cas où les entrepreneurs nous disent « Ah non, je ne veux pas vendre à lui, à lui, à lui ». Et c'est les 3 entreprises sur lesquelles ça aurait le plus d'intérêt d'avoir un partenariat stratégique, métier, industriel, etc. Alors évidemment, l'idée, c'est pas de prendre tous les concurrents, mais parfois, on aide aussi à ouvrir le champ et à faire en sorte qu'on trouve aussi des complémentarités avec des secteurs et d'autres activités auxquelles on ne pense pas forcément naturellement. Et ça c'est vraiment important. Et donc, du coup, il y a en tout cas une première réunion d'adéquation. Alors, souvent, on dit à nos dirigeants, parce qu'ils ont tendance, mais c'est vrai aussi des repreneurs, à vouloir parler du prix tout de suite à la première réunion. Et nous, on essaye en tout cas de les sensibiliser sur le fait qu'il faut d'abord qu'on parle du projet, de l'adéquation humaine et de la façon dont le mix, je dirais, humain, là pour le coup, prend au-delà de la valorisation du prix et de la suite du processus, puisque si les deux humainement se parlent pas forcément, il n'est pas sûr que la suite du processus soit facile à faire. Donc, et on se rend compte souvent, encore une fois, que la dimension humaine, effectivement, l'adéquation entre la vision d'un vendeur et d'un acquéreur, c'est très important, tout à fait. notamment dans les PME. Le vendeur souvent a le souci de la pérennité et de ce qu'un esprit d'entreprise perdure.
avec son acquéreur. Tout à fait. C'est important. Et puis, il y a des choses aussi entre des individuels qui seraient repreneurs, des entreprises avec une culture familiale et d'autonomie, je dirais, des différentes entités, et puis un groupe qui serait de plus grande envergure. Donc, suivant les repreneurs, là, les cédants, pardon, il faut trouver la bonne approche. Et ça, on le valide à chaque étape, d'ailleurs, avec le cédant, pour être sûr qu'il n'y ait pas un refus d'obstacle, je dirais, au moment où on passe à la partie LOI ou l'aide d'intention, etc. Voilà. Et on indique aussi aux cédants, ça c'est un conseil qu'on peut leur donner, c'est d'éviter aussi de se mettre trop à la place du repreneur. C'est-à-dire que s'ils font le projet à la place du repreneur, c'est un souci. C'est-à-dire que, enfin, c'est un souci. Le repreneur peut entendre un certain nombre d'éléments qu'il peut intégrer à son projet. Donc, il y a une discussion qui s'engage évidemment sur ce sujet, mais par contre, c'est évident que c'est le repreneur qui reprend, je dirais. Hein. Donc, fondamentalement, je dirais le repreneur, il achète l'avenir d'une certaine façon, et le cédant, lui, il cède à la fois son passé et puis du potentiel pour l'avenir. Mais globalement, c'est pas lui qui va ensuite avoir les manettes pour mener le projet. Donc c'est important aussi que ça, ils l'entendent au niveau de l'adéquation, ça me paraît extrêmement, et ça évite des écarts de perception qui peuvent poser problème pour la suite. Et donc du coup, si cette phase-là se passe bien, on passe aux phases plus techniques. Exactement, plus technique, plus formelle, un peu plus juridique, même carrément plus juridique, hein, puisqu'effectivement, une opération de transmission nécessite évidemment un juridique sécurisé. Et en fait, si vous voulez, on procède en deux temps. Hein, donc, une fois qu'on s'est mis à peu près d'accord sur les principales modalités de l'opération de transmission. Et la première étape juridique, c'est la formalisation d'une LOI, lettre d'intention, comme vous le voyez sur le slide. Lettre d'intention. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est pas une promesse de cession en tant que telle. Hein, c'est pas un protocole de cession, ça sera l'étape postérieure, pardon. La LOI, c'est un document pré-contractuel signé entre les cédants, le ou les cédants et le ou les acquéreurs, sur lequel on se met d'accord sur les modalités les plus générales, mais en même temps les plus précises possibles liées à l'opération de transmission, nombre de titres cédés, valorisation, modalités liées à la garantie active et passive dont on va parler un peu après, modalités d'accompagnement du ou des cédants. Donc c'est quand même un document un peu canevas. Dans la pratique, montre qu'il est de plus en plus d'ailleurs détaillé, parce que maintenant, effectivement, c'est vraiment presque, c'est un pré-contrat, mais c'est presque un contrat. Et c'est vraiment le document qui va permettre de passer à l'étape supérieure qui est suivante, qui est le protocole de cession. Et surtout aussi, la lettre d'intérêt, la lettre d'intention, ça va permettre de s'engager sur une exclusivité, c'est-à-dire que le cédant et l'acquéreur s'engage à ne pas aller voir ailleurs dans le cadre du processus de cession, et aussi longtemps qu'on n'a pas signé un protocole de cession d'acquisition. Donc là, c'est important, ce mécanisme d'attention, c'est maintenant vraiment un mécanisme qui est systématisé. On voyait moins il y a 15 ans, mais qu'on voit maintenant beaucoup plus maintenant, et qui prend une grande part dans le processus, dans le déroulé d'un processus de cession. Donc une fois cette lettre d'intention a été signée, il est temps de passer à la formalisation de la promesse de cession, ce qu'on appelle le protocole de cession, qui lui, alors là, est clairement une promesse, hein, c'est-à-dire un engagement de vente d'un côté, un engagement d'acheter de l'autre, et dans lequel on précise, alors là, pour le coup, très précisément, encore plus précisément que sur l'aide d'intention, toutes les modalités de l'opération. Très souvent, c'est un protocole, quasiment systématiquement un protocole assorti de conditions suspensives, qui sont souvent des conditions suspensives liées à l'obtention d'un financement, bien évidemment, à la réalisation d'audits formels de la société cible, hein, qui est dont l'achat est envisagé. Ce qui est un point important, parce qu'effectivement, la réalisation de cet audit, notamment, tous les points qui auront été identifiés en amont, évidemment, qui pourraient créer des embûches différentes. Hein, donc, ça peut être différentes natures de points, hein, d'ailleurs. Ça peut être lié à la rémunération du dirigeant, ça peut être lié à l'immobilier, ça peut être lié à des activités qui n'auraient pas forcément été traitées. Donc, en tout cas, tous les points d'audit pourraient remettre en cause des choses. Et donc, plus ils sont anticipés, là aussi, en amont, plus, évidemment,
la discussion au moment du protocole sera facilitée. Exactement. Alors, l'intérêt aussi d'un protocole, hein, c'est qu'évidemment, comme vous avez des conditions suspensives, et notamment des conditions suspensives de financement, c'est le document qui vous permet d'aller voir un établissement prêteur qui, fort d'un document signé juridique engageant, va évidemment pouvoir se prononcer, faire des propositions. Exactement. Alors, et ce protocole, évidemment, hein, il traite encore une fois les modalités, le nombre de prix, le nombre de parts cédées, le prix. On a souvent aussi des sujets de complément de prix, ça peut arriver, hein, puisqu'on régulièrement on cède une entreprise avec un prix, puis on incentive un petit peu le cédant sur les performances futures. Donc là, le protocole en parle évidemment, on tient compte. Et puis vous avez évidemment un incontournable quand on cède une entreprise, quand on cède le contrôle d'une entreprise, c'est évidemment la garantie actifs et passifs, qui est un document par le total duquel le cédant garantit à l'acquéreur l'état de la société qu'il cède et s'engage à l'indemniser dans l'hypothèse où il y aurait des dysfonctionnements, des déclarations non conformes ou alors des comptes qui ne seraient pas tout à fait le vrai reflet de la réalité d'entreprise. Voilà. Et donc là, on passe à la partie ensuite, évidemment, après ce protocole. Il y a souvent un accompagnement éventuellement du cédant sur le cessionnaire. Donc ça aussi, ça fait partie des discussions, savoir combien de temps ça dure. Et donc il y a différentes formules qui peuvent apparaître. Voilà. Et suivant le montage de l'opération, d'ailleurs, ça peut être, on a fait des opérations, par exemple, où il y avait un salarié interne et un repreneur qui se sont associés pour reprendre l'entreprise. Donc il y a aussi des notions de pacte d'actionnaire éventuelles à imaginer. Ou alors quand le cédant reste pour partie au capital, évidemment, il faut aussi se mettre d'accord sur les conditions de la sortie du cédant. Il arrive parfois qu'un cédant cède une très grosse partie de son capital, mais reste en accompagnement opérationnel et capitalistique. Et dans ces cas-là, il faut évidemment gérer la sortie du cédant à horizon quelques années. Tout à fait. Donc ça, quand c'est fait, entre guillemets, on est dans une logique, on pilote quelques engagements, mais le cédant, je dirais, n'est plus, en tout cas, à la barre de l'entreprise. Hein, donc on passe au suivant. Alors après, la question qui évidemment est clé dans ces différentes procédures, c'est évidemment la valorisation, c'est-à-dire finalement combien vaut mon business aujourd'hui, quoi. Et donc, aujourd'hui, dans les méthodes de valorisation, il y en a de différents types. Je dirais qu'il y en a autant que d'évaluateurs, fondamentalement, mais en tout cas, dans les grandes catégories, il y en a de 4 grands types, je dirais. Il y a d'abord valorisé par rapport à ce que possède l'entreprise. Donc là, on est dans une logique patrimoniale. Donc là, ça va s'appuyer effectivement sur le bilan, l'actif et le passif, et puis sur un certain nombre d'éléments dont elle dispose. Ensuite, il y a une grande catégorie de méthodes qui est plutôt sur des perspectives de flux futurs. Donc là, on est sur du potentiel, c'est-à-dire on considère que ce qui est plus important, en tout cas pour la valorisation, c'est qu'est-ce que l'entreprise est en capacité de générer comme cash et de potentiel dans les flux futurs. Et donc on a ensuite le fameux multiple, qui est... Et l'application d'un multiple, je dirais, c'est quand même ce qui est le plus utilisé sur les PME, je dirais 90%, sachant que ce fameux multiple va être représentatif. Effectivement, il est déterminé en prenant des constatations sur des transactions représentatives d'entreprises similaires, mais elle est également basée sur une rentabilité qui est dite normative, c'est-à-dire qu'on va enlever de la rentabilité de l'entreprise tous les éléments qui n'ont pas un caractère de récurrence ou tous les éléments qui sont inhabituels donc ce qui revient à dire que en préparation, ça ne sert à rien de mettre énormément d'éléments non récurrents dans son bilan en pensant que ça va être les comptes de référence et que c'est que là-dessus que ça va s'appliquer, puisque de toute façon, dans les analyses multicritères, on va aller corriger un certain nombre de ces éléments pour redresser et pour avoir une valorisation qui soit plus précise dans l'idée. Et donc là, par rapport à ça, l'évaluateur, il va améliorer ou diminuer ce multiple en fonction d'un certain nombre d'éléments. Et ces éléments, si dans la préparation amont, un certain nombre de risques ont été identifiés, ça veut dire, alors ça peut être la dépendance à un fournisseur, la dépendance à un client, ça peut être par exemple des technologies qui seraient sur la pente descendante en termes d'application marché, ça peut être aussi un BFR qui est assez particulier parce que très erratique, avec des saisonnalités qui sont assez, en termes d'encours, assez compliquées. Et dans ce cas-là, bien évidemment, ça va venir jouer ou impacter le multiple et la valorisation.
Et l'autre point que je voulais souligner simplement, et ça, il faut juste l'avoir bien en tête, il y a bien une valeur d'entreprise, hein, c'est ce que va déterminer le multiple. Hein, donc ça, c'est vraiment la valeur d'entreprise. Et là, elle est déterminée hors des effets financiers. Et puis après, il y a la valeur des titres qui va intégrer effectivement des éléments de trésorerie note normée, notamment, et donc qui permet d'avoir effectivement une valorisation complète. Mais je voulais juste préciser là que le prix de négociation, en tout cas, évidemment, lui, il dépend en partie de ça, mais pas que. Il dépend d'autres éléments et que, bien évidemment, le prix va aussi dépendre. Si vous avez un fournisseur qui veut intégrer, rentrer en France et qui a envie d'acheter une entreprise, ça va faire une surcote, évidemment, une survalue par rapport à la valorisation. Et inversement, si il y a une technologie qui est un verrou pour lui, il va forcément le survaloriser. Donc, ça marche dans ce sens-là. Et il y a parfois des complémentarités géographiques qui fait qu'un acteur est prêt à payer beaucoup plus cher en négociation que la valorisation elle-même basée sur le normatif. Donc, c'était juste pour faire la différence entre vraiment la valeur de l'entreprise, le prix et puis la négociation. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le multiple et l'approche multiple, elle est forcément multicritère. Donc, elle va tenir compte aussi de ces éléments de surcote, de sous-cote, etc. pour aborder le prix le plus juste possible, je dirais, à la fois pour trouver le repreneur et être attractif, et en même temps pour assurer aussi la pérennité de l'entreprise dans la suite des opérations. Alors, pour faire ça et pour parler de ces multicritères, eh bien, il faut aller, évidemment, je parlais tout à l'heure du diagnostic 360 degrés, il va porter sur un certain nombre d'éléments. Alors, je dirais que le plus simple, c'est d'une certaine façon le diagnostic comptable, fiscal et financier, parce que celui-là, il est établi à partir des comptes annuels, et puis, en général, en lien avec l'expert comptable, au commissaire aux comptes, et donc celui-là, en général, il est plus facile à cerner dans un premier temps. Néanmoins, il va faire l'objet de points de vigilance. Du type, il y a un certain nombre de questions importantes à se poser sur ces sujets. L'entreprise est-elle propriétaire de tous ses actifs incorporels, ses brevets, ses licences d'exploitation, ses marques? Quelle est la conformité des matériels utilisés par l'entreprise? On a visité récemment les fosses d'une entreprise qui n'était pas tout à fait aux normes et qui avait des problématiques de dépollution. Donc, bon, voilà, ça peut faire partie. Autre point classique qu'on peut rencontrer, c'est des notions de stock. Hein. Est-ce que l'inventaire permanent, la fiabilisation du stock, est-ce que la valorisation des encours et du prix de revient est sous la bonne forme? Est-ce que les méthodes de provisionnement ou de mise au rebut sont conformes aux pratiques habituelles du métier, je dirais? Et donc ça impacte les créances clients, les provisions. Et puis, je parlais tout à l'heure de dépendance. Évidemment, ça joue également. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que bien travailler ce point-là, ça évite dans la gap de devoir renégocier des points comptables qui seraient mal traités d'une certaine façon, et ça joue aussi sur les clauses de la garantie d'actifs passifs. Et notamment, Alain parlait de tout ce qui était environnemental. Hein. C'est un sujet récurrent qu'on rencontre dans les garanties actifs et passifs, et une préoccupation très importante évidemment d'un repreneur et en écho d'un cédant qui évidemment doit veiller à ce que l'état de la société par rapport à son rapport environnemental est un état conforme, parce que les coûts derrière peuvent être importants s'il y a des mesures de dépollution, de remise aux normes. Absolument. Après, également, il faut prendre en compte le passif social, donc des engagements hors bilan, par exemple, d'indemnité de fin de carrière qui seraient importantes, des notions d'impôts différés suite à des opérations sur le capital qui seraient menées. Et puis, il y a aussi, dans le cadre des emprunts, il y a des choses de nantissement, des sûretés. Et donc, dans ce cadre-là, notamment, il y a parfois des contrats qui sont in tuitu personnel, donc si on sait de l'entreprise, évidemment, il faut les modifier. Et puis la trésorerie dont je parlais tout à l'heure en termes normatives, parce que l'optimisation de la gestion de la trésorerie, évidemment, ça joue sur le prix de cession. L'intuitu personnel, pour revenir sur ce que disait Alain, évidemment, c'est les contrats qui ne peuvent, dépendant de l'entreprise que vous souhaitez céder, mais qui ne peuvent être transférés à un repreneur que sous condition de soit l'information préalable, soit l'autorisation préalable, c'est souvent le cas d'ailleurs, d'un co-contractant, d'un contractant. Et donc, ce sont des points sur lesquels il faut être vigilant et qu'il faudra purger au moment où vous voudrez aller à l'aboutissement du processus de cession. Et on y va évidemment très, très régulièrement, parce que c'est assez récurrent.
Alors un autre point, évidemment, c'est évidemment tout ce qui tourne autour de l'activité, hein, le business model ou les marchés cibles, les clients. Donc là, c'est des questions, je dirais, à la fois sur des positionnements de prix, des suivis de marge, c'est des notions sur des produits standards ou personnalisés, c'est des notions, est-ce qu'on est dans des notions de niche ou pas, quel est le modèle de BFR dont je parlais tout à l'heure, et puis dans quel réseau de valeur, finalement, l'entreprise se situe, c'est-à-dire est-ce qu'elle est fournisseur 1, 2, 3, 4, est-ce qu'elle est une part importante dans une chaîne de valeur à forte valeur. Et donc, il y a ces notions d'axe de développement, évidemment. Quelle est la part du portefeuille, évidemment, qui est récurrent et renouvelé? Est-ce qu'il y a beaucoup de produits en fin de vie? Est-ce qu'on est en notion d'innovation? Est-ce qu'on est plutôt en notion de sous-traitance ou de co-traitance? Enfin voilà, dans quel, je dirais, univers évolue le business de l'entreprise et quels sont les pourcentages de coûts commerciaux? Est-ce qu'il y a un certain nombre de choses à regarder? Et puis, quels sont les risques, évidemment, que je dois couvrir dans mes différentes activités? Et surtout, comment l'entreprise suit cette activité, hein. Donc là, quel est le contrôle de gestion, quels sont les indicateurs clés, quels sont les outils de pilotage qui puissent exister, et puis quel est je dirais en termes de prévision, hein, quelles sont les perspectives qu'on peut avoir, sachant que c'est important d'y réfléchir avant pour mettre en valeur ces points-là, effectivement, et comment l'entreprise est organisée autour de ces fonctions clés. Et donc, du coup, on arrive aux moyens humains, effectivement. Et là, effectivement, il y a un certain nombre de questions, et notamment une qui est quel est le rôle du dirigeant et comment il assure le partage du savoir et du pouvoir dans l'entreprise, et quel est son style de management. Est-ce qu'il est en mode délégatif ou centralisé? Est-ce qu'il intègre facilement des nouvelles compétences, notamment au niveau des apprentis, au niveau de son personnel, et quelle est la culture qu'il donne? Et puis, il y a aussi des choses, évidemment, sur les rémunérations. À la fois les respects des conventions, l'intéressement à la performance, comment se passent les négociations ou quel est le climat social de l'entreprise, quelle est l'ancienneté du personnel, et évidemment comment il gère effectivement ces différents éléments. Et puis dans les moyens techniques, il y a évidemment quel est le système d'information qu'il a mis en place. Est-ce que, alors là, ça peut être des connexions avec les machines, ça peut être du CRM, ça peut être de l'ERP. En tout cas, ça peut être aussi comment les tableaux Excel sont archivés, mais en tout cas, il y a cet élément-là de où on trouve l'information et comment, après le départ du dirigeant, évidemment, les gens vont gérer ça. Voilà. Après, il y a l'âge des équipements, évidemment, est important, dont j'en parlais tout à l'heure. Et puis, il y a des petits sujets, mais qui peuvent être très, très lourds en termes financiers. Typiquement, le respect de la RGPD, c'est quand même... ça peut être 2 à 4% du chiffre d'affaires. Donc, si l'entreprise commercialise via Internet un certain nombre de choses et fait un certain nombre d'actions d'inbound marketing, ou en tout cas, évidemment, ça peut très vite être important. Oui, et donc vous avez aussi un quatrième item, c'est la gouvernance du réglementaire et du juridique. On parlait sur le réglementaire juridique, effectivement, s'assurer, ce que disait Alain, qu'on est au clair sur les contrats, les brevets, les marques, qu'on est bien propriétaire de ces brevets, de ces marques, que les contrats sont valablement signés, parce que ça, c'est quelque chose qu'on voit, c'est une interrogation qu'on a très régulièrement de la part d'un repreneur, donc un cédant doit s'y préparer. Donc, être le plus au clair possible et le plus conforme possible à la réglementation au moment où je suis embarqué sur un processus de cession, c'est très important. Et puis sur des questions plus juridiques pointues, effectivement, comment se rend mon entreprise, quelle est sa forme sociale, quel est son capital, comment sont organisés mes statuts, c'est-à-dire que comment je vais pouvoir gérer effectivement la relation des actionnaires cédants et comment je vais pouvoir m'assurer que tous les actionnaires cédants seront bien cédants. Donc pour ça, j'ai des statuts à analyser. J'ai souvent un pacte d'associés, on en parlait tout à l'heure, mais il y a souvent aussi un pacte d'associés entre actionnaires d'une société dont les titres vont être cédés. C'est le meilleur moyen de s'assurer que tous les associés se sont engagés à céder à un moment déterminé. C'est important, parce que parfois, il y a des blocages entre les associés d'une entreprise qui doit être cédée. Ça, c'est quelque chose qu'il faut bien purger. Il faut s'assurer également qu'au niveau de litiges potentiels, on soit le plus au clair possible. Identifier, alors éviter au maximum, évidemment, les litiges fiscaux, sociaux, les contentieux divers et variés. Évite autant que possible d'avoir trop de prud'hommes en cours, parce que c'est toujours un peu inquiétant pour un repreneur. Gérer sa sinistralité liée à des éventuels accidents ou liés à la production de la société, il faut faire attention. S'assurer qu'on est au clair sur tout ce qui est registres légaux, respect des réglementations environnementales, sociales, sécurité travail, qu'on est conforme en termes de matériel. Gestion des déchets, ça arrive de plus en plus, c'est vraiment dans l'air du temps. Et puis, s'assurer que donc, tous les actifs sont bien la propriété de la société.
Voilà vraiment comment s'organiser au mieux d'un point de vue juridique et réglementaire en amont. Donc il y a l'aspect très opérationnel de la vie du business model de l'entreprise, hein, et puis il y a l'aspect effectivement plus structurant, hein, pour l'opération, sur l'aspect juridique. Donc, en clair, ce diagnostic, ça permet souvent une prise de conscience, hein, de ce qui est important. Donc, ça permet de hiérarchiser aussi les points, hein, donc d'aborder les points les plus importants et ceux qui sont les plus intéressants au départ. Ça permet de bien préciser le modèle économique et qui va se traduire ensuite dans les comptes et dans le modèle financier, hein, je dirais. Ça permet aussi de voir la part de récurrence et celle qui l'est pas. Ça permet d'aller du simple au complexe aussi, hein, je dirais, ça c'est important. Et ça permet aussi de faire un certain nombre d'actions en anticipé, qui permettent effectivement, alors certaines sont très simples, je le disais, sur l'aspect, voilà, s'il faut changer un compte courant entre une holding et une entreprise, ça va se faire relativement simplement. Par contre, s'il y a des actions pour pérenniser, par exemple, un fichier commercial dans un outil de CRM, évidemment, ça va prendre un peu plus de temps. Donc, mais ça permet, d'une certaine façon aussi, de continuer à faire fonctionner l'entreprise, parce que c'est pas parce qu'on la cède que, évidemment, il ne faut pas continuer à animer l'activité dans le bon sens. Et donc, ça permet aussi de mobiliser les collaborateurs sur ce sujet. Et donc, c'est pour ça qu'on parle d'anticipation, hein, fondamentalement. Et donc, pour conclure, hein, parce que je vois que le temps avance, oui, on voulait évoquer avec vous ces points-là, qui sont juste un récap un peu des points focaux qui sont importants dans le processus, et que là, pour le coup, en tant que tiers, on couvre souvent, hein, et notamment la rédaction de la présentation et de la documentation, le faire par un tiers, évidemment, il y a un côté regard objectif, évidemment, qui est important. C'est dans la notion de prospection, il ne faut pas sous-estimer le temps, hein, c'est pas forcément... ça prend du temps, et c'est mieux d'avoir 2 ou 3 repreneurs dans les opérations pour pouvoir, je dirais aussi, bien valoriser aussi, hein, les choses. Et là, en l'occurrence, qu'on participe à l'ensemble des rencontres et qu'on négocie des conditions d'opération, évidemment, on aide les dirigeants à le faire. Et ça nous conduit à coordonner la rédaction de la documentation. Voilà, dont on a parlé tout à l'heure. Voilà, et d'aller jusqu'au closing, c'est-à-dire toutes les étapes dont on a évoqué tout à l'heure. Exactement. Avec, effectivement, vous avez vu en intermédiaire, avant le closing, hein, donc après le protocole, vous avez le closing, mais entre-temps, vous avez une information des salariés qui est importante, c'est qu'en fait, systématiquement, quand vous êtes en processus de cession, vous devez informer les salariés préalablement à la cession, pour qu'ils puissent se prononcer. Alors, c'est pas l'avis des salariés n'est pas engageant, hein, ne lit pas le vendeur. N'empêche que la loi oblige à informer les salariés en amont. Alors, le plus tard possible avant l'action, évidemment, pour ne pas perturber le fonctionnement de l'entreprise, pour ne pas affoler un peu les salariés, parce que parfois, il y a un côté psychologique un peu à prendre en compte. Mais en tout cas, vous avez entre le protocole de cession sous conditions suspensives et la cession en elle-même, une fois que les conditions suspensives sont levées, l'information des salariés, qui est importante. Et le closing, c'est la dernière opération, c'est lorsque vous avez le transfert de propriété, les actes par lesquels on cède définitivement la propriété de l'entreprise. J'aurais une question pour Alain et Mathieu. Au niveau des crises qu'on vient de passer, Covid jusqu'à présent, maintenant crise ukrainienne, comment est-ce qu'on appréhende ça pour le calcul du multiple, sachant que généralement, je crois qu'on regarde sur les trois derniers bilans, voire cinq derniers exercices. Ouais. Comment est-ce qu'on appréhende les choses? Alors en général, effectivement, on est plutôt sur les 3 derniers bilans, sauf s'il s'est passé un certain nombre d'événements dans les bilans d'avant. Notamment, parfois, il y a des entités qui ont été fusionnées, ouais. Donc ça, c'est important d'avoir la vision historique, hein, je dirais, des choses. Alors, pour répondre encore plus concrètement à la question, si on parle par exemple de la crise Covid, hein, sur 2020, très clairement, tous les acteurs, je dirais, dans ces domaines, hein, sont en général assez à l'aise pour considérer que c'est une année très particulière et que, en général, on neutralise assez souvent cette année-là dans les calculs de multiples, sauf si, bien évidemment, les comptes 2020 montrent une résilience, hein, du modèle, parce que ça peut être un plus, évidemment, dans la considération du multiple. Donc, on en tient compte, et en général, effectivement, la valorisation du multiple, on le fait plutôt sur une moyenne. Alors après, ça peut être de 2 années. Alors des fois, on prend 2019, 2021. Parfois, on intègre une partie de business plan 2022. Donc, on intègre d'une certaine façon
l'impact, hein, tu parlais de la crise, par exemple, des matières premières, on va en tenir compte d'une certaine façon, puisque dans le business plan 2022, on va intégrer dans nos critères qu'il y a des choses qui peuvent augmenter. Je pense notamment en ce moment, il y a des variations de stock qui sont, parce qu'il y a des gens qui ont anticipé un certain nombre de choses. Donc les stocks sont plutôt à la hausse dans certains cas. Donc ça, on va en tenir compte effectivement dans le multiple et dans la valorisation. Mais effectivement, on fait toujours un mix de plusieurs années. Et ce qui est intéressant de remarquer, c'est que le Covid, ça n'a pas fait que des malheureux. On se rend compte ça a parfois impacté soit à la baisse les performances d'entreprise, mais aussi parfois à la hausse, puisqu'il y avait des événements très conjoncturels, de secteurs qui étaient très porteurs, et plus qu'on en pense d'ailleurs, d'où la nécessité de neutraliser cette année très particulière, considérant qu'elle a été parfois anormalement bénéficiaire à l'entreprise ou au contraire anormalement préjudiciable à l'entreprise. Alors parfois, ça a permis à certains dirigeants d'ailleurs on parlait d'anticipation, de préparation. Il y en a parfois qui ont pris du coup le temps d'avoir le recul suffisant pour objectiver un peu leurs approches. Donc parfois, ils sont revenus nous voir avec des projets qui fondamentalement étaient plus matures, je dirais plus mûrs, fondamentalement. Donc ça a pu jouer aussi dans la période, quoi. Merci. J'ai également une question d'Arnaud qui demande dans quel délai doit être réalisée l'information des salariés. Alors la loi dit que c'est 2 mois avant la session. Ça, c'est la loi. Donc, il faut respecter la loi, évidemment. Dans la pratique, on s'aperçoit que c'est un tout petit peu différent. Très souvent, en fait, on attend que le cédant attend d'être vraiment sûr d'aller au bout de son processus de cession pour informer ses salariés. Et tout le jeu après, c'est d'avoir l'accord unanime des salariés. Si vous avez l'accord unanime des salariés, enfin pas l'accord unanime, en tout cas d'avoir touché tous les salariés, d'avoir tous informés individuellement. Si vous avez tous informés individuellement, vous arrivez en général à peu près à passer entre les gouttes et à purger ces délais. Attention quand même, lorsque vous avez un CSE, comité d'entreprise, un comité salarié d'entreprise, où là, vous êtes vraiment tenu de convoquer votre CSE sur le respect des formalités, enfin sur le respect des formalités légales et notamment les délais de prévenance. Et là, vous devez être très vigilant par rapport à ça. Donc, c'est important. Sachez juste que la sanction du défaut d'information d'un salarié, ou d'un salarié, pardonnez-moi, c'est une amende qui peut être infligée par le ministère public et qui va jusqu'à 2% du prix de cession de l'entreprise. Voilà. Oui, donc c'est pas négligeable. C'est pas négligeable. On essaie d'être souple parce que très souvent, évidemment, le dirigeant cédant a un peu peur d'informer ses salariés trop en amont. Il veut être sûr d'aller au bout de son process. Avant de les informer, évidemment, on peut comprendre qu'il y a un caractère psychologique un peu important. Tout à fait. Juste un point pour compléter ce que je disais aussi sur le Covid, et tu parlais de ce qui impacte le multiple. Il faut aussi avoir en tête que dans les protocoles de cession, en tout cas, il y a souvent un certain nombre de comptes de référence qui sont exprimés, et c'est eux qui vont faire foi, entre guillemets, sur la valorisation et sur un certain nombre de prix directement versés ou versés en décalé. Mais en tout cas, il y a bien une notion de compte de référence dans ce protocole de cession, et celui-là, évidemment, il est important. Alors, ça peut être une situation intermédiaire si on est entre deux clôtures, mais en tout cas, donc la notion de délai entre la manière dont on clôture et la manière dont on met ses comptes dans le protocole, est évidemment quelque chose qui est important à gérer. Ouais. C'était pour répondre complètement à ta question sur quel compte on prend en tant qu'évaluateur dans le processus. Une autre question d'un autre Arnaud. Combien de temps est valable l'information des salariés sur le projet de vente? Bonne question. En fait, il faut... c'est une question d'acquéreur. C'est-à-dire que j'ai un acquéreur en face, j'ai informé les salariés. Alors évidemment, l'information, on la donne, on n'est pas obligé de... On informe les salariés qu'on va céder le contrôle d'une entreprise ou qu'on va céder un fonds de commerce. Ça ne s'applique que lorsqu'on cède plus de 50% du capital ou quand on cède une entité juridique comme un fonds de commerce. Dès lors qu'on a un acquéreur en face de soi, une fois qu'on a informé le salarié, c'est bon, on n'a pas besoin de revenir dessus. Si par contre on change d'acquéreur dans le cadre du processus de cession, ce qui peut arriver, ce qui est vraiment rarissime, je le déconseille très fortement parce que, encore une fois, il faut aller consulter les salariés lorsqu'on est sûr de son acquéreur. Dans ce cas, il faudrait renouveler le processus d'information.
Dans la pratique, en général, hein, encore une fois, on le fait vraiment le plus tard possible. Et donc, on n'a pas à se poser ce genre de questions. L'information des salariés, elle est valable une fois pour toutes. Le CSE, quand vous le consultez, hein, il peut demander à avoir une consultation complémentaire et une information un peu plus poussée sur l'identité du repreneur. Mais en tout cas, en aucun cas, vous ne communiquez sur le prix et les conditions précises de la cession. Ça c'est important. Très bien, merci. On peut poursuivre, ouais. Oui, pas de souci. On peut même conclure d'ailleurs, parce que vu l'horaire. Et passer la main après à Jean. Ouais. Juste en précision par rapport à ce que tu disais, de toute façon, les dates d'exclusivité ou pas dans les protocoles sont précises. Hein. C'est-à-dire que le délai, le repreneur, il a aussi un certain nombre de contraintes qu'il doit respecter. Hein. Donc voilà, il n'y a pas que le cédant, je dirais, ils font chacun un pas vers l'autre, hein, quand même, hein, fondamentalement. Voilà. Et les salariés sont mieux de tout ça, donc il faut tenir compte des impératifs des uns et des autres. Exactement. Donc c'est pour ça que la gestion du timing, dont je parlais tout à l'heure, et des dates, évidemment, est importante, y compris avec les banques, hein, d'ailleurs, parce que s'il y a des conditions suspensives de levée de sûreté, par exemple, évidemment, il faut qu'elles soient faites sous la bonne forme et au bon moment, hein, je dirais. Mais c'est vrai aussi pour les baux commerciaux, hein, fondamentalement. C'est important. Voilà, alors juste pour conclure, on a essayé de faire l'exercice avec Mathieu, de reprendre voilà, un peu dans l'esprit des nouvelles façons de voir. On s'est dit, voilà, s'il y avait vraiment 10 points que vous deviez retenir de notre discours, ça serait lesquels. Donc, on a essayé de reprendre ces points-là. Donc, comme vous l'avez compris, plus on est clair sur son projet personnel et professionnel, parce qu'il est arrivé aussi qu'il y ait des processus qui aillent très très loin, voire jusqu'au LOI, et puis tout d'un coup... Le cédant, pour une raison assez mystérieuse et obscure, décide finalement de ne pas céder. Et ça, forcément, c'est très, très compliqué parce que il s'est passé un certain nombre de choses et dans l'entreprise et en interaction. Et donc c'est vrai qu'il faut vraiment, notamment quand ce n'est pas pour un départ à la retraite, mais qu'on est en cours de session, c'est quand même important de savoir quel est le projet personnel professionnel qu'on poursuit. On a déjà vu des dirigeants se poser des questions jusqu'à la dernière minute. Absolument. Et donc, il faut vraiment, parce qu'il y a un vrai affect, hein, évidemment, par rapport à son rapport à l'entreprise. Et c'est très important, ça, de le purger, en tout cas de bien le régler en amont, pour être sûr de ce qu'on veut faire, hein, et être sûr de voir céder. Donc le deuxième point, évidemment, on l'a dit, hein, rendre l'entreprise vendable, c'est-à-dire qu'il faut la préparer. Hein, donc ça, je crois qu'on a essayé de vous illustrer par des points très concrets ce que ça voulait dire, mais c'est aussi valoriser ses points forts, évidemment. C'est de mettre en avant aussi ce qui fait l'intérêt ou les points d'appui pour un repreneur de prendre l'entreprise. Hein. Connaître son environnement et son réseau de valeur, ça c'est important parce que souvent... alors on le dit, hein, le quotidien fait que c'est quand même un procédé, enfin la processus c'est quand même, c'est pas la gestion quotidienne de l'entreprise, c'est un petit peu à côté d'une certaine façon, mais c'est quand même dedans. Donc ça veut dire que c'est important pour lui d'élargir aussi sa prise de recul et son cercle en termes de connaissances d'environnement et du réseau de valeurs pour bien pouvoir l'exprimer et pour être clair aussi sur le type de repreneur ou la nature de repreneur qu'il souhaite avoir. Donc ça veut dire choisir le bon timing et le bon périmètre de session. Hein. Je vais prendre juste un exemple récent. En cours de processus, on a découvert que dans l'entreprise, il y avait une autre société qui facturait, etc. dont le dirigeant ne nous avait jamais parlé. Sauf que ça avait un impact et sur la valeur et sur le périmètre de cession. Donc ça, typiquement, il vaut mieux l'identifier avant, parce que là, ça fait perdre du temps à tout le monde, hein, je dirais fondamentalement, et ça peut créer une embûche de plus dans le processus de protocole. Donc ça il faut plutôt éviter, quoi. Après, il y a des notions autour de la situation patrimoniale, hein, actuelle et future, hein, ça c'est important. C'est important, comment le cédant s'organise, qu'est-ce qui va devenir, quelles seront ses plus-values de cession. Absolument. Hein, je pars à la retraite, là je sais que j'ai des exonérations, et puis comment je me suis organisé, est-ce que je détiens mon capital via une holding, est-ce que je détiens en direct, est-ce que je fais une SARL, est-ce que je fais une SAS? Exactement. C'est des points importants. Et quelle est la fiscalité, effectivement, au moment où je vais céder, ou quelle est la fiscalité que je dois projeter au moment où je vais céder? Est-ce que je suis dans la transmission aussi dans la famille? Exactement. Est-ce que c'est une transmission familiale? Est-ce que je dois faire ce qu'on appelle un pacte du trail? C'est très technique, mais c'est des choses qu'il faut envisager également. Donc du coup, par contre, ce qui est clair, et ça, j'espère que le message en tout cas est passé, il vaut mieux être dans la réalité de l'entreprise et pas dans ce qu'on pense qu'elle est. Enfin, je dirais, il faut essayer le plus possible d'objectiver. Alors après, il y a toujours des impondérables, hein, je dirais, mais fondamentalement, plus on est proche de la réalité de ce qu'est l'entreprise, mieux c'est. Je veux dire, si elle a des points qu'il faut travailler, qui ne sont pas des points d'appui, il faut le mettre dans les forces-faiblesses de l'entreprise et il faut l'indiquer effectivement au repreneur. Être clair sur les potentiels, les contraintes et le prévisionnel, ça c'est vraiment important.
Dans l'idée, c'est effectivement, quand je parle des potentiels, c'est aussi important de les mettre en valeur. Et donc, du coup, ça veut dire qu'il faut organiser sa session comme un projet, il faut y aller step by step. Et d'une certaine façon, il faut être discret juste ce qu'il faut, c'est-à-dire qu'il faut respecter évidemment un certain nombre de réglementations, il faut être discret. Par contre, il y a un moment, quand on rentre dans le processus, il y a un certain nombre de sujets qu'il faut savoir aussi aborder avec des repreneurs potentiels. Parce que ça se fera des points de négociation évidemment importants ensuite. Voilà ce qu'on avait à partager avec vous. Voilà, enfin, en tout cas, selon notre retour d'expérience. Je pense qu'il y en a d'autres qui sont importants, mais en tout cas, on vous a mis les plus importants. Très bien, merci beaucoup Alain et Mathieu. On retrouve vos coordonnées sur le support de webinaire qui sera téléchargeable bien évidemment, et puis sur le replay. Bien sûr, vous pouvez vous adresser aux équipes de Cap Industrie pour faire les mises en relation. On a une question de Xavier qui me permet de faire l'introduction, enfin le passage de témoin argent qui précise que l'accompagnement du cédant pour les différentes phases est clair. Donc, merci pour votre propos qui est clair et qui indique comment choisir l'accompagnant et sur quels critères. Donc, je vous propose qu'on réponde à cette question après l'intervention de Jean et puis aussi exprimer votre retour d'expérience là-dessus. Jean, c'est à toi. Oui, bonjour à tous. Merci Alain, merci Mathieu. Oui, c'était l'occasion de faire un petit focus sur l'action de la Chambre de commerce en matière de transmission d'entreprise. Donc, je précise que c'est une intervention qui est régionalisée, donc on retrouve quel que soit l'endroit dans la région et que c'est ouvert également à toute entreprise. On va intervenir principalement sur 3 briques. On va avoir une première brique plutôt dans la sensibilisation, où par exemple on va proposer des ateliers sur la transmission d'entreprise, où là on va vraiment aborder des éléments méthodologiques. Donc je ne vais pas revenir sur ce qui a déjà été bien abordé, mais l'idée effectivement c'est de faire prendre conscience au chef d'entreprise des étapes d'un projet de transmission, du timing, voilà. Donc c'est un projet également, et donc ça nécessite aussi pour le chef d'entreprise de lui-même de se dégager du temps pour s'en occuper, parce qu'il doit lui-même, il va prendre des rendez-vous, il va consulter, et donc voilà, c'est pas quelque chose qui se fait, on va dire, tout seul. Donc là, le maître mot, on va dire, sur cette phase-là, c'est effectivement l'anticipation, message qui est déjà bien passé, mais voilà, sur lequel on insiste un petit peu. La deuxième brique sur laquelle on va intervenir, c'est sur l'accompagnement individuel, donc de la préparation notamment à l'enjeu. On l'a dit, dans un projet de transmission, l'aspect humain, il est finalement très important. Donc ça se passe déjà au niveau du chef d'entreprise lui-même. Est-ce qu'il est prêt à tourner la page? Est-ce qu'il est prêt à ne plus être chef d'entreprise? Est-ce qu'il a d'autres projets ensuite? Alors quand c'est la retraite, c'est voilà, ça évite pas le sujet, mais en tout cas, il y a un après, donc ça, faut y songer. Et comme on l'a dit également, il y a effectivement un aspect patrimonial à observer sur parfois le montant des revenus nécessaires pour aller jusqu'à la retraite, si c'est pas le cas, ou éventuellement déterminer le montant des donations. Donc voilà, il y a aussi des sujets là. Donc oui, donc sur cette phase-là, le message, c'est de prendre en conseil, de bien s'entourer, parce que la transmission d'entreprise, c'est pluridisciplinaire. On l'a vu, il y a du juridique, il y a de l'économique, il y a du fiscal. Donc voilà, nous à notre niveau, on va également en profiter pour faire le lien avec d'autres conseillers qui vont pouvoir proposer des dispositifs pour préparer l'entreprise aussi à la cession. Donc on va sur nos autres conseillers, ils vont pouvoir intervenir sur d'autres thématiques, peut être le développement commercial, la partie RH, la partie financement éventuellement. Donc voilà, il y a des choses suite au diagnostic qui peuvent être proposées aux chefs d'entreprise. Concernant le diagnostic, l'évaluation d'entreprise en elle-même, on va pour les PME orienter vers les partenaires. Donc sur cette phase-là, donc l'objectif, c'est effectivement à la fois de valider la transmissibilité de l'entreprise, et puis de mettre en œuvre éventuellement un certain nombre d'accompagnements suite aux préconisations.
Concernant ensuite, il y a la troisième, il y a une troisième brique, une troisième phase qui va être plus sur la brique, sur l'accompagnement à la recherche de repreneurs. Donc là, on va accompagner chez l'entreprise dans la définition du profil des repreneurs, la mise en relation également avec d'autres professionnels, et puis mettre à disposition les outils propres au réseau CCI. Donc on a un portail qui s'appelle transmettre-reprendre.fr. Donc j'ai un certain nombre d'éléments que je pourrais transmettre à Mathieu éventuellement pour relayer si besoin. On a un fichier des repreneurs également, donc qui est existant, qui est entretenu, qui est à jour. Et puis on a les conseillers transmission reprise qui maillent la région. Donc voilà, sur cette phase-là, le réseau est important, que ce soit le réseau CC, mais surtout le réseau, l'écosystème, on va dire, des acteurs de la transmission. Être bien en contact de ce réseau-là va faciliter la recherche d'un repreneur, quoi. Je précise également qu'on peut également accompagner le repreneur sur l'accompagnement individuel ou de la formation. Par exemple, on a une formation 5 jours pour reprendre, donc 5 jours évidemment, mais l'idée, voilà, c'est de structurer la démarche du repreneur, entre guillemets, de le professionnaliser, qu'il soit davantage cadré dans sa démarche, qu'il soit aussi plus conscient de la réalité du marché. Voilà, l'idée, c'est qu'il y ait un échange qui puisse être constructif entre le repreneur et puis le cédant. Je profite également pour rappeler qu'il y a un certain nombre de dispositifs, comme par exemple l'Ardent, dispositif Ardent qui permet à un repreneur d'intégrer déjà l'entreprise avant la reprise effective. Donc voilà, il y a tout plusieurs dispositifs existants qui vont aider le chef d'entreprise dans sa démarche de cession. Voilà, donc je rappelle effectivement les éléments clés, l'anticipation, la prise de conseil et puis l'aspect réseau, écosystème de la transmission qui sont déterminants. En termes de moyens sur cet accompagnement, comme je vous l'avais indiqué, donc l'offre est régionalisée. On a une quinzaine de conseillers qui sont répartis sur la région, avec un territoire qui est plutôt bien maillé, y compris physiquement, puisqu'on a des agences qui sont déployées sur toute la région. Et puis, comme je l'ai évoqué, on a un champ de compétences qui est élargi, puisqu'on a également l'expertise des autres conseillers qui vont intervenir dans les domaines complémentaires, développement commercial, RH, etc. Voilà en quelques mots, Très bien, en merci quelques bien. minutes, l'action de la Chambre de commerce. Ouais, je voulais juste témoigner que dans les dossiers où il y a un repreneur individuel, très souvent, il est passé par les cycles que tu as évoqués. Et donc, du coup, ça, effectivement, on a des repreneurs qui sont beaucoup plus près et beaucoup plus clairs en général sur leurs projets ou leurs intentions par rapport à ça. Et ça facilite grandement les échanges. Et du coup, nous, c'est en ce sens où on est évidemment en maillage avec aussi les avocats, les experts comptables, parce que très souvent dans les opérations, on est plusieurs acteurs à faire en sorte que le processus, en tout cas, se déroule. Et donc, je témoigne effectivement que sur l'accompagnement, en tout cas, repreneurs, nous, on le constate sur les dossiers, ils sont effectivement bien préparés sur ces éléments-là. Très bien. Je reviens sur la question de Xavier qui demandait comment choisir son accompagnant. Sur quels critères, si vous étiez une entreprise, comment vous choisiriez-vous? Et selon quel système de rémunération? Alors j'aurais tendance à dire, il y a plusieurs. Pour moi, il y a plusieurs critères qui sont importants pour choisir son expert. Le premier, je pense, il faut que ça soit quelqu'un qui ait déjà des retours d'expérience dans des opérations de ce type, parce que c'est pas comme tu le soulignais, Jean, c'est multi-compétences et donc par définition, ça doit être quelqu'un qui est relativement transversal, c'est-à-dire qu'il y a une partie d'expertise en audit financier, une partie en revue stratégique d'entreprise, une partie en organisation et puis une partie en adéquation humaine, je dirais aussi par rapport à ça. Donc il faut aussi que le fit humain passe aussi avec l'expert.
l'autre point, à mon avis, qui est important dans l'accompagnement, c'est de savoir est-ce qu'il est en capacité de challenger les différents partenaires de l'opération. Que ce soit l'expert comptable ou l'avocat, nous on constate, on travaille régulièrement en lien effectivement avec ce type d'acteurs, et c'est important de pouvoir avoir un dialogue d'expert à expert aussi de temps en temps, pour être sûr en tout cas que le dirigeant ait la bonne approche. Après, sur le système de rémunération, classiquement, il y a une partie qui est la prise en compte du dossier, et là qui sera plutôt forfaitaire, hein, je dirais. Et ensuite, sur l'opération, on est rémunéré au résultat, c'est-à-dire que, entre guillemets, c'est quand l'opération s'est faite que la rémunération est versée. C'est une question de négociation, mais on retrouve en général quand même souvent les mêmes standards. C'est-à-dire c'est souvent un pourcentage du prix de cession, et souvent un pourcentage qui est un peu dégressif en fonction de la taille. Voilà, de la taille. Donc, on commence par un certain pourcentage, et puis une première tranche de prix de cession, puis la tranche suivante, le pourcentage baisse un petit peu, et ainsi de suite. Mais c'est une question de négociation, évidemment, et puis d'appréhension de la difficulté du dossier. Et pour rebondir sur ce que disait Alain, il y a des dossiers qui sont plus ou moins complexes. Il y a aussi des dossiers qui sont de dimension internationale et d'autres pas de dimension internationale, pardonnez-moi. Et ça peut jouer aussi sur le choix de l'intervenant. En chiffres, ça représenterait quoi? Si on peut donner des fourchettes indicatives, hein, en termes de, c'est la part fixe, la part variable pour une entreprise, 10 millions de chiffres d'affaires, essentiellement territoire national en couverture marché, un tout petit peu d'export. Alors, on va surtout raisonner, en fait, on va se baser sur le prix de cession. On va regarder à combien, on part du prix de cession final, et puis on met un pourcentage. On a une première tranche en général. Alors, c'est ce que je vous dis, très, très général, mais on considère que sur le 1 million, premier 500 000 euros, hein, quand on est sur une grosse cession, hein, on a un pourcentage de temps, puis de 1,5 million à 3 millions, un pourcentage qui baisse un petit peu, de 3 à 4,5 millions et qui baisse également, de 4,5 millions à 6 millions qui baisse, et puis quand on est au-dessus de 6 millions, c'est beaucoup plus petit. Mais là, vous voyez, on parle de grosse valorisation, hein, ça dépend vraiment de la taille d'entreprise. Quand on est sur une entreprise qui est relativement, entre guillemets, faiblement valorisée, on peut parfois aussi avoir un forfait parce qu'il y a un montant, évidemment, il y a un nombre de diligences incontournables à effectuer, et donc il faut rémunérer. Mais pour répondre à ta question encore plus précisément, sur ton exemple à 10 millions, on est très souvent entre 3 et 5% hein, du montant de la cession, hein, quelque chose comme ça. Oui, complètement. Ouais. Très bien, merci. Voilà, avec des pratiques différentes aussi, si vous avez un intervenant parisien, un intervenant régional, on peut aussi internaliser un certain nombre de prestations, ce qu'on fait nous chez des conseillers en juridique. Oui, c'est ça, voilà, ça dépend effectivement aussi si ce volet-là est traité ou pas dans l'approche. Hein. Vous avez des cabinets de fusion-acquisition qui font juste le rapprochement, qui font l'analyse et le rapprochement, et qui après décident de déléguer en plus, de faire prendre en charge en plus tout ce qui est juridique. Et qui s'ajoute en fait. Qui s'ajoute, voilà, parce que vous devez faire intervenir un avocat qui va lui-même prendre, évidemment, facturer des honoraires, des prestations. Donc il y a des approches intégrées, puis il y a des approches facturées au temps passé ou aux travaux. Donc ça dépend des cas de figure. Oui. Nous, on est plutôt prise en charge au forfait et intégré juridique. Oui. Parfait, très bien. Merci beaucoup. Nous arrivons au terme de ce webinaire hein, par rapport au timing prévu. Merci beaucoup Alain, Mathieu, Jean. Je vous propose c'est de vous faire suivre les questions qui pourraient subvenir à l'issue de ce webinaire, et puis bien sûr vous mettre en relation avec les contacts qui souhaiteraient revenir vers vous. Les équipes de Cap Industrie restent bien évidemment à la disposition de chacun pour vous accompagner sur les sujets, vous mettre en relation. Et puis, nous vous souhaitons une très belle fin de journée. À bientôt. Au revoir à tous. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup.